le Rwanda avoue être sur le territoire du Congo. Le plus grand respect de ces accords, c'est l'obligation qu'il a de retirer sans condition ses troupes de la RDC. Et il ne les a pas retirées. Le dirigeant rwandais croit continuer de narguer le monde entier comme il l'a fait ici avec la rente génocidaire. Tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est réveillé de cette anesthésie dans laquelle il avait plongé avec un discours mensonger de tout ce que vous connaissez. Je sais qu'il sent que la fin du mensonge est en train de coûter suffisamment cher à tout ce qu'il a construit et façonné sur cette imposture. Nous sommes là à attendre que ces accords soient respectés de bonne foi. Je crois que nous avons toutes les assurances de partenaires qui les ont endossés, et du président Trump, qui s'est constitué en presque un gentleman agreement pour que ces accords soient respectés. Nous y croyons. C'est pas le cas encore aujourd'hui. Il y en a Kagame qui semble avoir beaucoup d'assurance quand même. Nous y croyons. Nous y croyons. Ce n'est pas. En fait, le problème, c'est pas ici un problème de puissance américaine. Je crois que c'est un problème de civilisation, parce que notre acceptation que cette crise se résolve de manière diplomatique, c'est une marque de civilisation. Et que nous savons que le président rwandais, et ça c'est un fait, c'est un sanguinaire qui a un lourd passif sur lui, du sang aimé, de tous les crimes qu'il a commis, c'est que ce n'est pas un homme en fait consciencieusement libre, il est prêt à tout. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir dans notre émission le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Moussaïou. Bonsoir, M. le vice-président. Bonsoir, cher Khalid. Merci d'avoir accepté notre invitation pour vous interroger. Je suis en compagnie de ma consoeur Jemima. Bonsoir, Jemima. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Madame Jemima. Ouvrons avec cette actualité, hein, les négociations avec l'AFC 23 et le gouvernement en Suisse. Une discussion qui avait débuté à Doha, au Qatar, et qui ont été délocalisées en Suisse. Qu'est-ce qu'il faut retenir, M. le vice-président, de ce nouveau round de négociations? C'est comme vous dites, c'est un processus qui a commencé à Doha, qui continue et qui est en train d'envisager des possibilités pour sortir une fois pour toutes de cette crise qui n'a fait que trop durer. Je crois qu'à ce niveau, c'est des étapes par rapport aux engagements qui ont été souscrits avant, notamment sur des questions de réfugiés, des questions humanitaires, mais aussi la possibilité de libération des prisonniers. Voilà. Mais enfin, certains considèrent qu'on a une forme de surplace, les choses n'avancent pas concrètement. Je crois que c'est quasiment le 9e round de négociations. Là, par exemple, de ce qu'on a pu voir ce matin, certes, il y a le mécanisme de cessez-le-feu auquel associent désormais l'AFCM 23, la libération des prisonniers, mais ce sont des thèmes qu'on nous dit qui ont été déjà signés à Doha, mais inapplicables. Donc, au fond, est-ce que tout ça, ce n'est pas une manière de gagner du temps des deux côtés? Non, mais moi je pense qu'il y a des avancées à notre niveau parce que sur ces différentes questions, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est déjà à maintes reprises exprimé. Il a posé des principes qui sont tellement clairs qu'on ne saura pas s'en passer. Ce qui est ici, je crois que le point de départ et le point principal, c'est que l'on respecte les décisions du Conseil de sécurité et il faut que les parties se préparent. C'est ça qui est le plus important. Et parmi ces points que le Conseil de sécurité a traité, notamment ce qui concerne le retrait des troupes rwandaises. Ce n'est plus une discussion à ce jour que c'est le Rwanda qui se bat sur le territoire du Congo, qui pille, qui viole. Et il est aussi essentiel de noter qu'il a été clairement recommandé au Rwanda de mettre fin à l'appui porté au M23, mais aussi de faire cesser les massacres qui se commettent dans la partie occupée de la République démocratique du Congo. Donc, le reste, ça peut être, comme vous dites, du surplace, mais nous, ce que nous savons, c'est qu'il y a des décisions prises par le Conseil de sécurité. Ces décisions sont fondées sur le chapitre 7, qui est le chapitre de la contrainte de l'action en cas de
de rupture de la paix ou d'actes d'agression. C'est ce que le Conseil de sécurité a inscrit dans son agenda. Nous pensons que les étapes qui suivent seront celles d'évolution par rapport au constat que les décisions qui ont été prises n'ont pas été respectées. On sent donc un certain optimisme de votre part. Donc pour vous, il faut continuer à discuter avec la SM23. Mais si l'agenda de médiateur, entre autres, parce que nous n'avons nullement pas besoin de montrer à la face du monde que nous obstruons les voies diplomatiques. Ça, c'est une évidence. Et ce qui est connu, c'est que le Rwanda, il l'a dit, il l'a fait savoir, y compris récemment au travers de son président sur un média, qui est le Conseil bien Jeune Afrique, qu'il n'avait guère à faire avec tous ces arrangements diplomatiques et qu'il s'était résolu à ne jamais retirer les troupes du Congo. Ce n'est pas pour nous une lâcheté que de l'accompagner dans cette imposture-là lorsqu'il faut prouver à tous ceux qui de bonne foi nous accompagnent que ce n'est pas du côté de la RDC qui a cette obstination à vouloir maintenir la paix et les crimes. On entend souvent chez vous que au fait, derrière derrière le SM23, c'est le Rwanda. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas aller chercher directement l'adversaire et que de perdre son temps avec... Mais c'est ce que nous avons fait. Il y a des processus depuis toujours. Lorsque les voies diplomatiques sont ouvertes dans cette crise, il y a toujours eu des processus. D'un côté, nous avons eu le processus de Luanda, qui était un processus qui visait directement l'agresseur rwandais. Et il y avait un processus de Nairobi qui consistait ou qui concernait les groupes armés. Tous les groupes armés, ce n'était pas un problème du M23 seul. Donc, il est bien à noter ici que tout cela ne change pas ce que nous avons dit et qui est reconnu de tous des rapports des experts des Nations Unies ou encore des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'évidence, c'est que c'est le Rwanda qui fait la guerre au Congo et le président Kagame lui-même ne l'a pas nié. Il l'avoue et il est droit dans ses bottes, il l'assume. Mais toujours sur la discussion avec la SM23, il y a certains opposants qui considèrent que c'est un peu une discussion entre soi. Ils auraient bien voulu être associés aussi avec le gouvernement aux discussions avec l'AFC. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Il y a trop de confusion dans les discours qui pililent à travers les plateformes politiques, tant de l'opposition que de groupes armés. Une évidence, c'est que il y a eu élection en 2023, il y a eu un président élu, que les gens devraient avoir cette salubrité d'esprit de considérer que la démocratie fonctionne notamment avec ce principe que les perdants attendent et se préparent au prochain round. Tous ces discours, d'abord le fait que des gens ont pris la guerre, c'est déjà la pire des violations de notre Constitution, ça c'est un fait. Mais aussi ceux qui pensent qu'il faut discuter, il faut qu'ils inscrivent clairement la problématique dans l'agenda des discussions. De quoi il s'agit? Et lorsque vous suivez tous ces gens, c'est qu'il y a une remise en cause de la légitimité institutionnelle. Lorsqu'il y a une remise en cause de la légitimité institutionnelle, il faut que les gens le disent de manière claire, qu'on sache de quoi il s'agit, parce que tous ceux qui parlent du dialogue, tout ça, ne disent pas clairement de quoi il s'agit. Nous attendons, mais il faut séparer les deux processus, ça c'est clair. Ceux qui ont fait la guerre n'ont aucune justification pour la faire parce que rien ne le leur permet. Il y a des institutions démocratiques, des institutions élues, rien n'autorise qu'un individu se détourne de ce processus de démocratisation pour aller prendre des armes et exiger quelque droit que ce soit. Ça c'est un peu clair, nous l'avons signifié à tous ceux qui veulent l'entendre. Maintenant, parce qu'il y a ce besoin, et il y a des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies, des partenaires de la communauté internationale, qui ont souhaité qu'on ait ces échanges, notamment à Nairobi, à Doha. Nous sommes en train, par respect des principes et des engagements que nous avons souscrits au terme de la Charte des Nations Unies, et parce que ces recommandations viennent du Conseil de sécurité, nous sommes en train de les observer et nous les observerons aussi longtemps qu'elles permettront d'accompagner le besoin que l'on sorte de cet imbroglio, mais en même temps, nous sommes un État, nous savons ce que nous devons faire pour la sécurité de nos populations. Vous avez planté le décor du dialogue national, appelé des vœux, je pense, de la part de la CENCO, Jemima. Tout à fait, et donc ce dialogue est issu du contexte de ces multiples rencontres. Et alors, est-ce que le gouvernement, la présidence, est-elle prête finalement à accepter ce dialogue, à le mettre en pratique, disons? Bon, madame, je ne suis pas porte-parole du président de la République. Malheureusement, je suis un député.
Et les questions de cette nature-là sont des questions, à mon avis, fondamentalement régaliennes, qui relèvent bien évidemment de la compétence du chef de l'État lui-même et de l'exécutif, notre gouvernement. Mais ce que je sais, moi, comme Congolais et comme membre d'une institution, l'institution législative, c'est que nous avons eu des élections. Et que tous ceux qui font la guerre et ceux qui réclament le dialogue, entre autres, vous disent qu'ils ont besoin que la Constitution de la République soit respectée, pour autant qu'elle est encore ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne vois nulle part dans cette Constitution où il est prévu qu'après les élections, qu'on suspende le fonctionnement régulier des institutions pour aller dialoguer. Ça, c'est mon point de vue. Je ne pense pas que ça ait de sens, à moins que l'on veille le dire clairement qu'on met de côté la Constitution pour frayer un autre chemin qui n'est plus celui prévu par la règle suprême de notre pays. Mais ici, selon vous, c'est ceux qui appellent au dialogue ont une ambition cachée alors? Bien sûr que oui, bien sûr, parce que... comme la Senco des évêques qui oui, la Senco le propose que nous dialoguions pour sortir du dialogue avec un pacte social. Pacte social, c'est quoi? C'est clairement la Constitution, parce que j'ai posé la question aux représentants de la Senco, Monseigneur Cholet, le pasteur Senga et tant d'autres que moi j'ai rencontrés dans plusieurs contextes. D'abord, lorsqu'ils vous racontent le projet du dialogue, c'est creux, c'est vide de sens. Vous leur posez clairement la question, dites-nous, c'est quoi le schéma qui permettrait que l'on dialogue et que l'on sorte la guerre, parce que c'est de cela qu'il s'agit, ils ne vous donneront aucune réponse. Je vous propose de les inviter un jour ici, des passages. On le fait à chaque fois. Et lorsqu'ils vous disent comment nous allons, vous posez la question, ça finit comment? Ils vous disent, bon, nous aurons des conférences académiques, nous aurons de ceci, au finish, nous aurons un pacte social. Pacte social, c'est l'une des anciennes appellations de la Constitution. Ça signifie que clairement, c'est les premiers, les précurseurs du débat sur le changement de la Constitution. Mais ils doivent avoir le courage de le dire. Parce que la Senco était première à contester cette Constitution. Bien sûr que moi, je suis de l'IDPS, nous n'avions pas participé à son processus d'élaboration. Nous avions estimé qu'il y avait trop de fraude, de flou, nous n'avions pas participé. Mais la Senco, elle a réclamé son changement juste une semaine après son adoption. Elle est restée dans cette logique. Je pense que l'idée du dialogue dans une société n'est pas en soi mauvaise, mais il faut qu'on nous dise de quoi il s'agit. Parce que la proposition mise sur table par la Senco, elle est clairement une contestation de la légitimité institutionnelle. Ça, c'est clair. Ça signifie qu'ils veulent discuter de cela. Lorsqu'on veut discuter de cela, parce que s'il y a un problème dans la société, une société républicaine, une société démocratique comme le Congo, notre Congo, qui est différent de beaucoup d'autres pays dans ce continent-là, lorsqu'on veut discuter de questions de fonctionnement ou des crises qui surviennent dans la gouvernance, les institutions ont été faites pour ça. Mais lorsque vous avez une église qui vous dit, écoutez, mettez de côté les institutions, mettez de côté la Constitution, créons un cadre informel dans lequel nous allons discuter pour régler des problèmes et puis on va sortir là avec un pacte social qui va diriger le pays, c'est bien. L'idée est bien claire, il ne faut pas qu'on s'en cache. C'est une volonté d'un coup d'État. Oui, c'est pour renverser les institutions, bien sûr. Mais un dialogue qui pourrait, mettons de côté le pacte social, mais un dialogue qui pourrait inclure même le M23. Et pourquoi pas M. Joseph Kabila? Pourquoi est-ce, madame, dans une société organisée qui a une constitution, qui a des institutions prévues pour régler des problèmes qui s'invitent sur le chemin de la gouvernance, l'on doit sortir de cela pour un dialogue? Est-ce que le Congo n'a pas... Il est prescrit où dans notre constitution le dialogue? On se souvient Nous avons plutôt dans notre constitution des institutions dont le président de la République, il est prévu qu'il est chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, donc il est l'arbitre des conflits internationaux. Et que lorsqu'il y a ce genre de choses, c'est auprès de lui qu'on va pour tenter de les harmoniser au sein des institutions. Ce n'est pas en sortant du cadre institutionnel qu'on va régler le problème. Et puis, ce dialogue, il est demandé par qui? De personnes qui sont allées aux élections, qui ont réalisé à peine 800 voix, et que c'est ces personnes qui, aujourd'hui, vont être autour d'une table pour représenter ce peuple qui leur a refusé le mandat. Vous imaginez le genre d'insulte que nous devons consulter à imposer à notre population? Ce n'est tout simplement pas acceptable à mon niveau. Là, je l'exprime comme citoyen congolais.
On parle un peu des accords de Washington aussi qui ont fait l'actualité. Enfin, quel bilan faites-vous de ces accords en tant que vous, député? Les accords ont été transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale, donc au Parlement. C'est pour vous dire que nous sommes en train aussi, nous, de les examiner. Nous avons pris connaissance de ce qui a été fait de manière plus ou moins formelle, ce dont nous remercions le chef de l'État et notre gouvernement. Ça, c'est... Il y a des gens qui ont raconté beaucoup de choses. Vous avez même appris qu'un évêque de la Senko, pas n'importe lequel, avait prêché dans une église que les accords consacraient la cession des minerais du Congo aux États-Unis pour nous en vendre. Tout à fait. Ce qui me paraît assez très ridicule. C'est pas le cas lorsque vous avez reçu. Pour des personnes que l'on sait suffisamment universitaires et qui peuvent ramasser des informations, des spéculations dans la rue jusqu'à se présenter avec devant la chair sacrée de l'Église et raconter ça à la population, c'est assez scandaleux. Mais nous avons finalement les accords et toutes leurs annexes. Nous avons lu, il n'est nulle part précisé dans ces accords que des minerais ont été cédés aux États-Unis. Par contre, c'est un cadre de concertation. Les accords, c'est en fait le cadre pour harmoniser la manière dont les investisseurs américains qui sont intéressés du reste à nos minéraux vont se présenter au Congo et auront des accords chacun sur chaque besoin qu'il voudra en termes de minéraux et exploiter. Et cela fera l'objet de contrats particuliers qui vont pleinement tenir compte des intérêts de la RDC. Mais en matière d'effectivité de la COP Gemima, enfin, les combats se poursuivent toujours sur le terrain. Vous avez évoqué même l'interview de Paul Kagame, le président rwandais, qui disait chez Jeune Afrique qu'il ne compte pas retirer ses troupes défensives. Oui, il ne compte pas retirer ses troupes, il a dit. Il cherche les FDLR, le Congo. Les FDLR, c'est quoi? C'est du coltan, c'est de l'or du Congo. Ce n'est pas... C'est pas des hommes comme... Pas des FDLR au Congo? Non, non, non. Ah bon? J'ai dit, ils cherchent des FDLR. C'est du coltan, c'est de l'or du Congo. Et vous savez que c'est un petit pays sous anesthésie qui vit de cela depuis 30 ans. Le Rwanda ne peut pas autrement fonctionner s'il n'a pas ces FDLR-là qu'il cherche, qui sont constitués du coltan, des terres rares, du bois et de l'or du Congo. Ça, c'est une évidence. Mais nous, je vous ai dit ici que nous sommes un État. Si, dans les périodes passées, le Rwanda a bénéficié des grâces de la préfecture qu'il avait installée à Kinshasa pendant 18 ans, ce n'est plus le cas. Nous sommes un État souverain. Nous avons désormais un dirigeant consciencieux de la responsabilité qu'il porte et qui s'assume. Nous allons défendre notre pays. Et toujours sur la question de l'Est, vous aviez également donc mentionné cette interview de Paul Kagame, du président Kagame à nos confrères de Jeune Afrique. Et au cours de cette interview, il déclarait être le seul à respecter les engagements, insinuant ainsi que les accords échouent parce que la RDC ne remplit pas ses obligations. C'est tout à fait ridicule. Le Rwanda avoue être sur le territoire du Congo. Le plus grand respect de ces accords, c'est l'obligation qu'il a de retirer sans condition ses troupes de la RDC. Et il ne les a pas retirées. Le dirigeant rwandais croit continuer de narguer le monde entier comme il l'a fait ici avec la rente génocidaire. Tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'est réveillé de cette anesthésie dans laquelle il avait plongé avec un discours mensonger de tout ce que vous connaissez. Je sais qu'il sent que la fin du mensonge est en train de coûter suffisamment cher à tout ce qu'il a construit et façonné sur cette imposture. Nous sommes là à attendre que ces accords soient respectés de bonne foi. Je crois que nous avons toutes les assurances de partenaires qui les ont endossés, et du président Trump, qui s'est constitué en presque un gentleman agreement pour que ces accords soient respectés. Nous y croyons. C'est pas le cas encore aujourd'hui. Il y en a Kagame qui semble avoir beaucoup d'assurance quand même. Nous y croyons. Nous y croyons. Ce n'est pas... En fait, le problème, ce n'est pas ici un problème de puissance américaine. Je crois que c'est un problème de civilisation. Parce que
notre acceptation que cette crise se résolve de manière diplomatique, c'est une marque de civilisation. Et que nous savons que le président rwandais, et ça c'est un fait, c'est un sanguinaire qui a un lourd passif sur lui, du sang humain, de tous les crimes qu'il a commis, c'est que ce n'est pas un homme en fait consciencieusement libre, il est prêt à tout, parce qu'il sait qu'il a un lourd passif, comme je le dis, et que nous n'allons pas entrer dans ce jeu-là. Nous n'allons pas entrer dans ce jeu-là. Ce que le Rwanda sait, c'est que face au Congo, sans cet appui qu'il défie là, il ne peut pas tenir. Le Rwanda le sait. Donc pour vous, la reconquête des territoires occupés se fera que de manière diplomatique? Nous préparons tous les moyens auxquels un État sérieux recourt lorsque son intégrité territoriale est en jeu. Ce n'est plus le Congo d'hier. Je vous ai dit que le Rwanda a profité de la préfecture qu'il avait installée à Kinshasa parce qu'ils avaient le même combat. La preuve est là aujourd'hui. Kabila a quitté ici, il a rejoint le Rwanda pour faire la guerre au Congo. Et pour le moment, cette préfecture n'existe plus à Kinshasa. Il y a un Congolais qui gère le pays et qui est conscient de la charge qui l'incombe. Ça signifie que nous travaillons avec tous les moyens auxquels un État sérieux doit recourir. Nous faisons la diplomatie s'il est possible parce qu'elle nous permet d'épargner des vies humaines, notamment d'épargner les ressources nécessaires à la construction, à la survie de nos deux peuples par ailleurs, y compris le peuple rwandais qui n'est pas en guerre contre nous, qui est plutôt prisonnier d'une classe de dirigeants corrompus et voyous, mais aussi notre peuple. Et lorsque cela ne tient pas, c'est clair que nous préparons aussi notre armée à faire face à cela. Le pays nous appartient. Et que vous constaterez que nous le faisons de la manière la plus sérieuse possible, parce que depuis la fin de cette préfecture, nous travaillons aussi pour l'amélioration des conditions et la formation psychologique et morale et physique de nos jeunes combattants, mais aussi la restructuration de notre armée pour faire face à tous ces défis. Et on entend le président qui annonce toujours une reconquête des territoires dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Enfin, on connaît Nangalu, il y a un délai bien mais je crois que sera à Kinshasa en décembre. Bien sûr, nous les attendons, mais ils ont bien compris que la situation n'est plus la même. Lorsqu'ils avaient cette préfecture, ils venaient en villégiature, ils venaient faire ce qu'ils veulent au Congo. Maintenant, ils viennent et rentrent en caisse. Et vous avez vu que des médias très sérieux ont montré comment les cimetières s'élargissent au Rwanda chaque jour ici. Et les familles se plaignent. Sérieusement, je crois que ce n'est qu'un début de quelque chose. Et quels sont aujourd'hui, alors vous avez réfuté les propos de Paul Kagame, alors quelles sont aujourd'hui les parts de cet accord rempli par la RDC? Nous n'avons pas réfuté les propos de Paul Kagame, ce sont ses propos. Disant que les accords échouent à cause de la RDC. Nous sommes conscients que les accords n'échouent pas, parce que nous croyons en ces accords. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, s'il ne croyait pas en ces accords, il ne les présenterait pas à notre Parlement pour leur lecture et validation. Nous y croyons fermement. Et nous ferons toutes nos diligences possibles pour que ces accords réussissent, parce que nous avons confiance en des partenaires américains et autres qui les ont initiés. Nous leur faisons confiance. Donc nous croyons que ces accords vont réussir. Mais nous savons aussi que la détermination de Paul Kagame, c'est de les faire échouer. Parce que le Rwanda ne vit que de cette guerre, ça c'est une évidence. Et que face à cette détermination, nous préparons la nôtre. C'est ce que je veux dire par là. Donc nous ne sommes pas là comme à l'époque de la préfecture qu'il avait installée à Kinshasa, où nous attendons qu'il vienne taper sur nous et puis nous subit. Préfecture, vous faites référence alors à Joseph Kabila. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très intéressant parce qu'on vous accuse, vous, les membres de l'UDPS, enfin, d'une sorte d'hypocrisie. Il était quand même votre allié en 2019. Au fond, il n'a pas contribué à renforcer un peu cette préfecture. Kabila n'a jamais été notre allié parce que nous sommes nés de la même idéologie, de la même philosophie. Notre peuple et notre constitution nous avait placés dans des conditions obligatoires où nous devions travailler ensemble. Parce que, au terme de notre constitution, il faut la lire, elle est un peu différente de la constitution française. Chez nous,
la politique de la nation est formulée ensemble, donc par le gouvernement de la République en concertation avec le président de la République. Ça signifie que lorsque vous avez l'obligation constitutionnelle de formuler la politique de la nation, il est impossible de diriger en cohabitation comme ça s'est fait en France. En France, vous constaterez que la Constitution est claire, la politique de la nation est formulée par le gouvernement qui l'exécute. Donc, il peut le faire sans le président de la République. Chez nous, c'est une contrainte constitutionnelle. Et que notre peuple, lorsqu'il a voté, il a choisi d'accorder la majorité à un camp et la présidence de la République à un autre, qui nous a obligés ainsi de faire ensemble cette politique de la nation. Donc, il ne s'est jamais s'agit, n'a jamais été question d'une alliance parce que nous ne sommes ni de la même philosophie, ni du même combat politique. Au-delà même de l'aspect gouvernemental, lui, il parle encore d'un accord qu'il le cachait, qu'il aurait eu entre lui et le président. Le ministre des Affaires étrangères parle de compromis à l'africaine. Il s'est généré de parler de ce genre de choses qui me paraissent ridicules. L'accord, de toute façon, s'il en existe un, nous lui avons déjà fait savoir que nous n'avions pas peur de le lire, qu'il le publie, qu'il le sorte. Et de toute façon, ce n'est pas de cela que notre peuple a besoin. Kabila, c'est un souvenir tragique pour ce pays-là, un mauvais exemple pour l'Afrique. Je crois que nous n'avons même pas assez de temps pour nous mettre à discuter de choses assez inutiles et remuer les plaies inutilement de gens qui ont suffisamment souffert de cette présence macabre au Congo. Donc, les accords et tout ça, nous en avons besoin qu'ils publient. Ce que nous savons aujourd'hui, que vous savez tous, c'est que l'agresseur perpétuel du Congo pendant ces 30 dernières années, c'est Kabila, parce qu'il a été désigné comme préfet pour prolonger la gouvernance criminelle de Paul Kagame au Congo. Parlons de l'accueil des migrants, une controverse qui s'intensifie dans votre pays après l'arrivée d'un premier groupe de 15 migrants expulsés des États-Unis dans le cadre d'un accord bilatéral de rapatriement des migrants dits en situation irrégulière, l'accord qui a été signé le 5 avril dernier et qui prévoit un accueil mensuel de 50 à 100 migrants. Comment réagissez-vous à cet accord? Est-ce que vous comprenez toute cette polémique autour de ce sujet? Non, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas cette polémique parce que j'estime que l'accord, c'est une décision responsable et souveraine de notre gouvernement et que ce gouvernement a été exactement institué comme représentant de notre peuple dans ce genre de choses. Il a négocié l'accord pour des avantages et des intérêts qu'il maîtrise assez bien et que parmi les accords sujets à des discussions, que ce soit au Parlement ou à des explications avec notre peuple, celui-là n'est pas inscrit. Donc, il est de la compétence exclusive de notre gouvernement de souscrire ce genre d'accord. J'estime que ça a été fait en âme et conscience. Et pour encore noter que cet accord est signé en toute responsabilité par notre gouvernement, je rappelle que le Parlement, au travers de son bureau, dont je suis membre, avait été pleinement informé de la signature de cet accord. Mais seulement que notre Constitution ne nous permet pas de le censurer. Je ne m'imagine pas que cet accord comporte de choses qui soient nuisibles à notre... Vous l'avez vu déjà ou pas? Mais je dis bien que le bureau de l'Assemblée a été pleinement informé de cet accord. Donc vous avez le contenu de l'accord parce que certains acteurs de l'opposition de la société civile demandent la publication des thèmes complets. En fait, la société civile et l'opposition demandent la publication des thèmes complets. Ça a toujours été fait. Il n'y a pas un seul accord qui a été signé de manière secrète au Congo, mais l'opportunité de le faire revient au seul gouvernement de la République, pas celui qui a reçu la compétence constitutionnelle de souscrire ce genre d'accord. Mais regardez par exemple les arguments qui sont... Ce n'est pas à l'opposition de signer les accords et de s'assurer... Ils veulent regarder quand même ce qu'il y a à l'intérieur. C'est leur droit de contrôler aussi. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Il y a le principe que le gouvernement de la RDC a accepté de manière souveraine de recevoir de manière temporaire ces migrants sur base d'un accord trouvé avec le gouvernement des États-Unis, et je dis bien de manière temporaire, parce qu'ils ne sont pas demandeurs ni d'asile ni de citoyenneté au Congo.
Justement, la question du statut juridique pose problème. Il y a certains qui considèrent que ça peut créer un précédent très dangereux parce qu'on fait de certaines zones africaines des espaces de recouvrement des migrants. Ces personnes ne sont pas des réfugiés au Congo, ne sont pas des prisonniers au Congo, ne sont pas demandeurs d'asile ni de citoyenneté. Je dis, c'est deux personnes qui auront un séjour passager parce que leurs dossiers administratifs sont en examen soit aux États-Unis ou dans leur propre pays et chacun partira dès que sa situation est régularisée, soit avec son pays, soit avec le partenaire avec qui nous avons signé l'accord. Donc, il ne faut pas que les gens fétichisent certaines choses. Il n'est pas finalement de l'obligation d'un gouvernement de la République de se justifier sur tout ce qu'il est amené à prendre comme décision dans ses compétences. C'est ça le rôle même des attributions qu'il reçoit de notre Constitution. Si, il doit rendre compte en principe. Oui, mais je vous dis qu'il rend compte. Il a bel et bien informé le bureau de l'Assemblée de la signature de cet accord. C'est par notre canal, nous sommes des élus et les représentants du peuple, il nous a informés. On a vu la Première ministre aussi qui a un peu titubé chez notre confrère. Elle n'a pas titubé. La Première ministre n'a pas eu le devoir de vous dire cela dans les médias. Et en ce qui concerne le caractère temporaire de la venue de ces migrants, une fois de plus, donc, la Première ministre, Madame Judith Souminois, elle a déclaré donc, chez nos confrères de TV5 Monde que les discussions étaient en cours en ce qui concerne le retour de ces étrangers dans d'autres pays. C'est un retour permanent, madame. Je vous dis que ceux qui sont arrivés aujourd'hui peuvent partir demain. Selon que... Où iront-ils? Ils vont partir soit... Non. Soit qu'ils partent dans leur pays ou dans un autre pays de leur choix, soit qu'ils rentrent aux États-Unis selon que leur situation administrative aura été régularisée. En fait, c'est là que je dis qu'il ne faut pas fétichiser les choses. La Première ministre ne s'est pas sentie dans le devoir de vous donner ces détails parce que c'est des décisions régaliennes d'un État qui les prend et qui ne sont pas des décisions à venir défendre devant la presse que vous êtes. Mais est-ce qu'on devrait comprendre que la RDC aurait accueilli sur son sol des étrangers de façon temporaire, sans perspective de leur retour? Non, ils vont rentrer. Sans perspective claire? Non, les perspectives sont claires, seulement que chacun a sa situation, madame. Ça signifie quoi concrètement? Chacun a sa situation. Ces personnes qui se sont retrouvées sur le territoire des États-Unis, soit de manière clandestine, soit de manière pas trop régulière. Et ces personnes devraient rentrer aux États-Unis parce qu'elles sont nombreuses qui sont demandeurs d'un statut de résident ou de l'asile aux États-Unis. Lorsque cela est réglé, ils rentreront. Celles dont le retour aux États-Unis n'est pas prévu par rapport au fait qu'ils ne seront pas régularisés, seront rapatriés vers leur pays ou se rendront dans un autre pays de leur préférence. Au Congo, ils sont passagers. Parlant des questions de migration, on a vu la ministre belge de l'Asile qui était présente dans votre pays, qui dénonçait l'afflux des demandes d'asile vers la Belgique. Est-ce que le Parlement a prévu une initiative pour réguler ces départs, ces demandes d'asile, le Parlement congolais? Vous êtes saisi de ce D'abord, il faut bien mesurer les termes de la ministre belge. Elle parle de l'asile. Elle ne parle pas de demande comme je disais ici, de citoyenneté ou de nationalité qui sont des demandes normales du quotidien. Il est de ces personnes qui se sont retrouvées sur le sol belge sous un faux prétexte d'être persécutées au Congo, que la Belgique, dont les responsables côtoient le Congo, la presse côtoie le Congo, elle découvre une autre réalité d'un pays où tout le monde s'exprime librement. Et que c'est un pays où l'opposition s'exprime à sa guise. Et la Belgique est étonnée de l'afflux de demandes mensongères de l'asile. Sous ce prétexte-là, ça c'est tout à fait normal. Moi, j'estime que ça ne touche pas à notre réputation. Plutôt, cette réaction de la Belgique démontre qu'elle a découvert que le Congo était normal, que le pays était libéral, que les libertés s'exprimaient, en tout cas pas comme avant. Et la presse est libre, l'opposition siège dans les institutions. Elle a la parole totalement libre, qu'il n'y a aucune raison qu'un journaliste se retrouve sur le territoire
belge ou quelqu'un qui se réclamerait d'être un opposant pour des raisons qu'il est persécuté au Congo. Et donc, pour ce cas-là, la Belgique est claire, elle a rejeté des demandes superflues et floues d'asile. Et donc, si elle a rejeté, les gens n'ont qu'à s'assumer. Au Congo, ceux qui veulent faire la politique, ils la font de manière tout à fait libre. Les gens s'expriment tout à fait librement. Ah, ce n'est pas le cas. Nous avons l'opposition la plus libérée en parole au Congo. Nous avons l'opposition au sein de l'Assemblée. D'ailleurs, moi, dernièrement, j'ai reçu un groupe de journalistes français d'RFI qui ont témoigné et qui étaient étonnés des dimensions inquiétantes que prennent les libertés au Congo. Les gens parlent de tout. Dans des médias tant officiels que privés, ils parlent du chef de l'État, de son épouse, de sa vie privée. Ils ne sont jamais inquiétés. Et qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'un individu se retrouve en dehors du pays pour prétexter qu'il est persécuté et qu'il vient demander l'asile, ça n'a aucun sens. Pourtant, et le Congo est l'une des plus grandes démocraties africaines aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas, c'est pas ce que les ONG nous disent. Ils dénoncent quasiment un climat de terreur, de répression. Ils mettent en avant des enlèvements, des arrestations, comme le cas de M. Chavarri, l'ancien ministre de l'Intérieur. Mais c'est faux. Sans procès depuis. Pourquoi écoutez, face à la justice moi j'estime qu'il faut que les choses soient claires. Enlèvement, ça signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un a été ramassé, amené dans un lieu inconnu pour des raisons inconnues. Des personnes qui sont détenues aujourd'hui au Congo ont été détenues pour des raisons d'enquête sur des actes clairs qu'ils ont posés, soit contre la sûreté de l'État, soit contre les institutions ou contre l'indépendance et la souveraineté de l'État. Et que ces personnes n'ignorent pas cela. De preuves assez accablantes ont été trouvées sur elles. Et les enquêtes, lorsqu'elles sont diligentées par le parquet, elles peuvent prendre le temps qu'elles peuvent prendre parce qu'il y a des gens qui ont des complices. Il faut éviter qu'ils les rencontrent pour flouer les preuves et tout ça. Il n'y a rien qui s'est fait en dehors de la loi. Rien. Cela s'est fait et en France et aux États-Unis. Ce n'est pas une exception congolaise et ça s'est fait en toute transparence. Donc, ça, c'est des choses qui sont racontées ici. Nous vous invitons toujours au Congo et que lorsque vous parlez des ONGD, il n'y a pas d'ONGD sérieuses qui disent le contraire de ce que j'ai dit. Tout le monde qui arrive au Congo, qui a un séjour au Congo, est scandalisé par la liberté des libertés. Bien, on va parler maintenant de la révision constitutionnelle avec un appel lancé ce lundi 20 avril par l'Union sacrée de la Nation pour recueillir des propositions en vue d'une réforme de la Constitution. Initiative qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique congolaise, notamment l'opposition, qui dénonce, je cite, une manœuvre de distraction face aux urgences sociales et sécuritaires du pays. Que leur dites-vous? J'ai lu le communiqué comme vous, lorsque je me retrouvais exactement à l'étranger. J'ai vu dans ce communiqué que c'est un communiqué du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Oui. Donc, c'est une démarche informelle du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Je l'ai dit, je l'aurais dit, je crois que lui-même aussi a clarifié ce propos. Qu'il était, où il est dans le besoin de recueillir les données à son niveau, qu'il pourrait éventuellement soumettre à la délibération du Présidium de l'Union sacrée, dont je suis membre, et que nous pourrons ensemble voir l'opportunité de les développer, éventuellement de les soumettre aux instances officielles, ce qui n'est pas le cas jusque-là. Mais j'estime que les gens en font de trop. Parce que si un Congolais réfléchit, et au moins ils ont le droit de réfléchir, de vous dire on ne peut pas réviser la Constitution, on ne peut pas modifier la Constitution, ce qui est un droit tout à fait acquis pour quiconque est Congolais et doit l'exprimer. Mais c'est lorsque quelqu'un dit le contraire qu'ils estiment qu'il n'a pas le droit de le dire. Non, il faut laisser aussi ceux qui pensent qu'on peut modifier la Constitution le dire parce que c'est un droit démocratique dans un pays qui se veut tel. Mais il faut laisser ceux qui pensent qu'il faut changer la Constitution le dire. Et ça n'insulte personne. Et parce qu'au finish, c'est notre peuple qui va décider de tout cela. Et qu'il va le faire s'il faudra dans des conditions démocratiques. Nous sommes un pays... Mais vous appelez à changer la Constitution. Moi, je dis que cela ne représente aucun tabou
si on venait à changer la Constitution. Parce que c'est un texte comme les autres et qui répond de l'assentiment d'un peuple qui est souverain. S'il pense que sa Constitution n'est plus celle qu'il souhaite avoir, il la change. Il n'aura offensé personne. Et donc, il ne faut pas, cette fois-là, prendre des choses qui sont tout à fait normales comme des tabous. On vous parle, moi je suis des opposants, comme vous dites, ils sont là, ils s'expriment au Congo, qui appellent même à renverser les institutions en cas de modification de la Constitution. Et ils le disent au Congo, ils ne le disent pas hier, ils n'ont jamais été inquiétés parce que nous estimons que c'est un débat démocratique. Chacun peut le faire à la manière qu'il veut. Mais modifier la Constitution d'un pays, c'est quel tabou? Il n'y en a pas. La Constitution elle-même a prévu qu'on la modifie. C'est dit dans la Constitution. Mais modifier la Constitution à l'approche de la fin d'un mandat peut donner l'impression qu'on veut paver la voie vers un troisième mandat. La Constitution n'a pas dit en quelle période on la modifie. Mais on peut interpréter. Non, j'ai dit qu'il faut rester sérieux cette fois-là pour ceux qui pensent que c'est un tabou. La Constitution de la République démocratique du Congo n'a pas dit qu'on ne modifie pas en fin de mandat. Elle a plutôt dit qu'on ne modifie pas lorsqu'il y a état de siège, on ne modifie pas lorsqu'il y a intérim. Elle n'a pas dit qu'on ne modifie pas en fin de mandat. Elle a fait l'objet d'une modification en 2011. C'était exactement en fin de mandat. Parce que le mandat s'est terminé en 2011 et l'élection s'est terminée en 2011. On l'a modifié en 2011. Ça signifie que logiquement, on peut la modifier en fin de mandat, ça ne pose aucun problème. Encore qu'en 2011, on l'a modifié même dans son versant, je dis toujours le plus radical. On a touché jusqu'à l'article 220 qui consacre des matières verrouillées, là où la Constitution dit qu'on ne les modifie pas. Donc ça ne pose aucun problème. Moi, je suis très à l'aise comme Congolais. Si je me lève, je dis qu'il faut modifier la Constitution parce que je n'aurais offensé personne. Non, vous prenez l'exemple sur Kabila et modifier la Constitution à la fin du mandat. J'ai dit que ça n'offense personne. Oui, non, vous prenez l'exemple sur Kabila. C'est régulier, c'est constitutionnel. Vous avez des gens qui vous disent on veut changer de la Constitution. C'est quelle infraction si on veut changer de la Constitution? Si quelqu'un, un Congolais, exprime le vœu qu'il faut changer de la Constitution, où est-ce qu'il est dit dans notre Constitution qu'on ne change pas de la Constitution? Non, c'est votre droit. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de paver la voie vers un troisième mandat du président? Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est pour avoir un troisième mandat? Et si le peuple veut qu'il modifie cette Constitution pour avoir un troisième mandat, c'est quelle offense? Et alors, en ce qui concerne c'est souverain. La Constitution elle-même, elle prévoit que le peuple qui l'a adopté au référendum, il a cédé des compétences multiples à ses représentants, dont la compétence de modification de la Constitution et certaines compétences, il y a des compétences qui sont réservées. Lorsque, par exemple, il dit que pour la cession ou la jonction du territoire, il faut revenir vers moi, le peuple souverain, ça, il se l'est réservé. Et lorsqu'au finish, il dit la souveraineté, elle m'appartient. Donc le peuple, il a tout cédé à nous, ses représentants. Mais il a dit la souveraineté, je me la réserve, je l'exprime, je l'exerce moi-même, soit au travers de mes représentants que vous êtes, soit moi-même. Et dans quel contexte le peuple peut exprimer sa souveraineté si ce n'est pas dans le changement de la Constitution? Il peut le faire, et c'est constitutionnel, c'est démocratique. Est-ce que vous comprenez tout de même les doutes, les accusations de l'opposition en ce qui concerne cette intention de briguer un troisième mandat? C'est des accusations fantaisistes, madame. Mais lorsque nous observons des apparitions des membres de la majorité, notamment donc Augustin Kabouya, la vice-ministre de l'Intérieur, Génie Tchela-Kamba, ou encore le ministre des Sports, Didier Boudimbu, qui vont tenir des discours visant au maintien du président à la tête de la RDC, est-ce que vous ne comprenez pas aussi ces interrogations? Moi, je ne vais quand pas, le président reste silencieux. Je ne vais pas discuter sur le sexe des anges, madame. Aujourd'hui, la Constitution que nous avons, elle est celle-là. Elle dit que le président fait 2 mandats, point et trait, n'est-ce pas? Si demain nous avons une autre qui n'empêche pas au président de faire un autre mandat, c'est celle-là que nous appliquerons, pour autant qu'elle ait été adoptée par le peuple dans sa souveraineté. On ne va pas appliquer autre chose. Nous n'écartons donc pas l'intention d'un troisième mandat. Bien sûr, ça ne sera pas un troisième mandat, ça sera un mandat parce que le peuple aura décidé dans sa constitution qu'on peut se présenter aux élections. Et donc, en parlant du peuple, c'est là que moi je voudrais vous dire qu'il faut rester dans le débat démocratique. Et le débat démocratique voudrait, que rien n'interdit aux Congolais de modifier leur constitution, ça c'est un. De 2, rien n'interdit au peuple congolais de changer sa constitution, n'est-ce pas?
S'il l'a changé aujourd'hui, demain, c'est elle que nous allons appliquer, pas autre chose. Mais le débat et si nous l'appliquerons parce que Tshisekedi doit lui aussi rester au pouvoir, nous l'appliquerons ainsi. Il faut retenir les choses comme cela. Ça ne viole aucun principe de droit congolais, moins encore de droit international. Mais le président Tshisekedi parlait proposer de réunir, disons, les cerveaux de la RDC pour mettre en place une commission. Bien sûr. Alors, c'était en 2024. La commission a été prévue pour 2025 à ce jour. On n'a toujours pas de commission il est le qui pourrait garant, réviser cette constitution. Il est le garant du bon fonctionnement de l'institution, c'est constitutionnel. Il choisit donc l'opportunité et le temps parce que c'est à lui que le peuple a conféré ce pouvoir et ce mandat. Je pense qu'il le fera lorsqu'il le voudra. C'est lui. C'est lui qui a été élu et le peuple a conféré ce mandat-là. Nous savons que cette Je vous ai dit, madame, que ça peut se faire. Je vous ai dit que ça peut se faire en fin de mandat parce que notre constitution ne l'interdit pas. Bien, vous avez une question, je crois, sur les élections. Tout à fait. En 2028, à ce jour, en vue des conditions, notamment dans l'Est de la RDC, et puis de cette commission qui devrait être mise en place, y aura-t-il des élections en 2028 ? Les élections en 2028, c'est constitutionnel, n'est-ce pas? Il y aura élection en 2028 si le peuple n'a pas changé les règles du jeu. Ça, c'est un principe. En même temps que vous avez entendu les gens vous dire qu'il n'y a pas, on ne modifie pas la Constitution, on ne change pas la Constitution parce qu'il y a la guerre. En même temps, vous allez organiser des élections dans quelles conditions s'il y a la guerre? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a près de 7 millions de nos compatriotes qui sont en dehors du pays dans des camps de réfugiés, n'est-ce pas? Et qu'eux aussi, ils ont le droit de voter. Si jamais, il faut le dire, la guerre, dans son sens physique et brutal, sera terminée. Elle se poursuivra dans la condition de ces compatriotes qui doivent être rétablis dans leur lieu d'expression pour qu'ils participent aussi aux réformes ou à une éventuelle élection. Si ces conditions ne sont pas réunies, ça c'est mon point de vue personnel, je ne vois pas en quoi consisterait une élection qui exclurait 7 millions de Congolais. Monsieur le vice-président, en tant que député, vous avez aussi la mission principale de contrôler l'action gouvernementale. Bien sûr. Et on a vu, je parlais de la Première ministre qui a fait l'objet de nombreuses critiques après sa sortie chez nos confrères de TV5 Monde. Quel est votre regard sur critiques infondées. Ah oui? Des critiques infondées. Donc, pour pouvoir faire le travail, c'est la femme qu'il faut à la tête de ce gouvernement, la situation que connaît la RDC. Moi, je veux qu'on évalue, comme on dit, le mensonge au pied du mur. Nous sommes dans ce pays que la préfecture nous a laissé avec à peine 2800 km de routes asphaltées. Pour tout ce grand pays, 2800 km. Nous sommes à 9000 km asphaltés. C'est des évidences. C'est en cela qu'il faut évaluer ceux qui gouvernent. Nous, lorsque les Belges sont partis du Congo en 1960, ils ont laissé le Congo avec 3 campus universitaires qui ont vieilli, qui n'étaient plus du tout fréquentables. Bon, en 7 ans du mandat du président Tshisekedi, nous avons construit 7 universités. Je parle de 7 universités de rang mondial. Ce n'est pas des petites pièces de préfabriquées. 7 universités de rang mondial. Et des universités qui n'ont plus rien à envier ni à la France ni à n'importe quel pays. Et ça, c'est visible, c'est clair. Nous avons construit en 7 ans 7 aéroports. C'est des événements qui prouvent que des personnes se sont mis au travail, y compris la première ministre que vous citez, que d'aucuns qualifient d'incompétent. Ouais. Alors, vous avez dans ce pays où la préfecture nous a laissé avec 86 000 enseignants, je cite bien, 86 000 enseignants payés. Et qu'aujourd'hui, nous avons 692 000, c'est le plus récent rapport de la ministre de l'Enseignement primaire et secondaire déposé au Parlement. 692 000. Non seulement payés, mais payés fois 3 mieux que ce que la préfecture avait laissé. Il y a quoi de comparable lorsqu'il faut apprécier le travail d'un Premier ministre ou d'un chef de l'État? Et donc, vous avez, moi je suis un professeur d'université, et dans ce pays où, lorsque la préfecture est partie, plus de 700 professeurs d'université,
Et 15 000 enseignants d'université, assistants et chefs de travaux sont restés impayés plusieurs années. Et tous ces gens-là ont été payés. Et vivent bien, c'est dans ce pays où l'on construit aujourd'hui des ports en eau profonde, ce qui était un rêve et qui sera inauguré bientôt pour ce grand pays qui était totalement ou presque enclavé et qui aura sa voie d'évacuation de ces multiples produits. Donc tout ça, c'est à inscrire dans le bilan des hommes qui ont travaillé. On ne peut pas se permettre de dire, bon, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais on considère qu'elle est transparente, ça ne fait pas son rôle de bouclier pour le chef de l'État. Non, mais quel rôle? Elle fait son travail. Elle fait son travail. Vous avez ce pays, nous avons trouvé ce pays avec, en tout et pour tout, moins de 2000 magistrats. Lorsque vous étiez détenu dans une prison quelque part, vous pouviez passer pratiquement 4 ans sans vous trouver un tribunal pour vous entendre. Et nous sommes aujourd'hui à 7000 ou plus de magistrats et payés parce que le dernier des magistrats n'avait que 350 $, l'équivalent de 350 $ américains lorsque nous sommes arrivés. Aujourd'hui, il est à 2000 $ américains ou plus. Ça, c'est des évidences, c'est des choses que personne ne peut discuter. Et la fameuse opposition, lorsqu'elle vient vous raconter des choses ici, elle ne fait jamais allusion à cela. C'est des réalités, c'est des évidences. Et toutes nos villes, toutes nos villes sont en pleine modernisation parce que pour la première fois, il y a des villes chefs-lieux des provinces qui n'avaient jamais vu 1 kilomètre de goudron. Et aujourd'hui, elles sont toutes en train d'être asphaltées. Et le changement est absolument impensable. N'eût été cette barbarie de la guerre qui s'est vue dans l'Est, on ferait davantage plus de choses. Et qu'il n'y a pas, depuis notre existence comme État, un gouvernement ou un président qui a réalisé cela en un si laps de temps. Vous avez reçu au sein de votre Assemblée nationale une motion de défiance portée par un de vos collègues députés, Yongo Tikala Senghal, député d'Action des volontaires pour la relève patriotique, contre le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Quel est votre regard sur cette initiative? Bon, je suis en dehors du pays, je n'ai pas eu le temps de suivre la question. Comme on le sait, c'est une action démocratique qui est prévue par notre constitution et notre règlement intérieur. Je sais que la motion sera soumise à l'examen au niveau de la plénière, bien sûr, après examen de sa recevabilité, parce que c'est une condition préalable de l'examen de sa recevabilité. Entre autres, le fait qu'il faut qu'elle réunisse un 10e de signatures de membres composant l'Assemblée nationale. Ça signifie donc 50 signatures au moins, et que ces signatures soient valables. De loin où je me trouve, j'ai déjà appris qu'il y a quelques contestations de signatures, notamment des députés. Bon, je crois que le bureau, les collègues qui sont sur place vont devoir s'y pencher et pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Mais les accusations sont quand même graves. Hein, dans son document, dans cette motion, il accuse par exemple le ministre d'abus d'autorité à des fins partisanes. Il l'accuse d'être responsable d'une insécurité persistante. Est-ce que c'est le constat que vous avez fait, vous qui êtes sur place? Bon, il faut noter que l'insécurité, ça existe. Ce n'est pas le seul baromètre sur lequel il faut apprécier un ministre. Lorsque ce ministre est arrivé, il a trouvé qu'il y avait des villes ou des provinces entières où la police manquait de moyens de locomotion. Il a équipé toutes les structures de police, les entités déconcentrées dans les territoires, il les a équipées en véhicules solides pour faire le travail. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Un grand bilan, un bilan extraordinaire. Je crois que il ne faut pas limiter la gestion des ministres au seul facteur qui est la sécurité. Encore la sécurité... Sa mission principale. Oui, et la sécurité, elle est la mission principale. Elle dépend de beaucoup d'autres facteurs. Nous avons des situations de régularisation, par exemple, des pouvoirs coutumiers qui souffraient sérieusement, et c'est l'une des causes d'insécurité parce que
la plupart des conflits que nous connaissons dans nos provinces est dû notamment au fait des contestations des pouvoirs coutumiers. Son ministre a beaucoup travaillé pour régulariser les situations de chefs coutumiers. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Depuis plusieurs années, ça n'a pas été fait. Il fallait équiper la police, il fallait équiper la territoriale, il fallait équiper la petite territoriale et les administrations décentralisées. Il est en train de le faire assez très bien. Je crois qu'il faut, à un moment donné, évaluer tout cela. S'il y a un débat qui va s'engager devant la représentation nationale, il aura l'occasion, bien sûr, de pouvoir le démontrer. Ce ministre a mené devant nous un projet de programmation policière, n'est-ce pas, qui a été étudié, adopté, qui est devenu une loi à l'Assemblée. À cette occasion, il a aussi introduit une demande de suffisamment de fonds pour la mise en œuvre de cette loi de programmation policière, ce qui n'a pas encore été fait. Je crois que cela aussi, c'est de notre responsabilité comme Parlement de le faire. Il pourrait trouver en cela autant de justifications pour peut-être démontrer qu'il n'a pas été en mesure de faire ceci ou cela à cause de ce qu'on n'a pas mis à sa disposition les moyens. Quoi qu'il en soit, je m'inscris dans la logique d'un exercice démocratique normal et que je ne trouve même pas pourquoi ça devait faire l'objet de toute cette polémique. Mais monsieur Jacquemain Chabani, en ce qui le concerne, des voix vont se lever pour se demander s'il a encore sa place au sein du gouvernement. Pourquoi? Parce que on verra une insécurité croissante, notamment avec le phénomène des Koulouna. On verra également... C'est l'inverse, madame. Le phénomène de Koulouna, j'en sais quelque chose. Il était récurrent, il a été systématiquement réduit par l'action de son ministre. C'est différent lorsqu'on parle d'insécurité. C'est vrai que ceux qui en parlent ne précisent pas de quel domaine précis il s'agit. Mais ce que je sais, vous avez parlé du phénomène Koulouna, il a été sensiblement réduit par l'action de son ministre avec une opération Ndobo qui a très très bien fonctionné. Et je sais qu'il y a d'autres facteurs qui insécurisent nos populations, il faut le reconnaître, notamment la recrudescence du banditisme en main armée, ça c'est une évidence. Et il y a du travail qui s'est fait là-dessus, il y a des moyens qui ont été demandés. Et je crois qu'ils sont en train d'être alloués pour que ce travail soit efficace. On est pris par le temps. J'ai une dernière question pour vous en tant que parlementaire, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Certains Congolais considèrent, au regard de l'actualité parlementaire, la démission du président Vital Kamerhe, de Modeste Bahati, que le Parlement est devenu un endroit de règlement de compte de la classe politique congolaise. Est-ce que vous pouvez confirmer ces propos? Est-ce que c'est un peu la jungle au niveau du Parlement aujourd'hui? Non, non, non. Le Parlement n'est pas la jungle. Nous avons un règlement qui nous lie. Il est assez strict. Je crois que dans tout ce qui est fait, nous tentons de le respecter. J'ai entendu des questions m'ont été posées, notamment sur le fait que le bureau de l'Assemblée, par exemple, n'a pas soumis au débat la motion qui a été déposée contre le premier vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Eh bien, le règlement se plaît de dire que la motion ne peut pas donc être débattue avant 48 heures. Ça signifie qu'elle ne peut être débattue qu'après 48 heures. En tout cas, le règlement n'a pas dit 1 minute après 48 heures ou 2 minutes après 48 heures. Donc, ce que le règlement interdit, c'est de débattre 48 heures avant, donc juste dans les 48 heures qui suivent le dépôt. Et on ne peut pas considérer le Parlement est devenu un lieu d'anarchie, tout ça, il y a un texte qui nous régit, que nous tentons de respecter de manière scrupuleuse. J'ai ici insisté que c'est du droit d'un député d'initier les actions du contrôle parlementaire pourvu qu'ils s'inscrivent dans le strict respect du règlement. Et c'est ça que le bureau a la charge de vérifier, parce que la recevabilité, c'est le bureau qui l'a fait. C'est ça que le bureau a la charge de vérifier. Lorsque le bureau vérifie et qu'il trouve que c'est recevable, il soumet au débat de la plénière. Et ça, ce n'est pas de l'anarchie. Les députés, partout au monde, ils ont un style qui correspond à cette expression assez libre, assez libérée. Lorsque ça s'est fait ailleurs, ça s'appelle démocratie. Si ça s'est fait au Congo,
ça s'appelle l'anarchie et ça, c'est pas très bon. Nous sommes... C'est très intéressant, c'est dans votre camp en plus que vous vous attaquez, on a l'impression. Mais c'est le message même que vous compreniez combien la démocratie règne dans ce pays-là. Ça signifie que les membres d'une famille politique sont en mesure de s'attaquer au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de ce pays-là. C'est la preuve que ce qu'on vous raconte sur le musulman et sur l'absence de démocratie, c'est des faussetés. Parce que là, c'est le ministre de l'Intérieur. Lui, il a la police, il a la NER, la sécurité, il a le renseignement. Et que c'est un député de sa famille politique qui s'en prend à lui. C'est d'autres députés de sa famille politique qui signent. Ça ne peut pas se faire en France. En tout cas, je ne m'imagine pas cela en France. Je ne vois pas cela se faire aux États-Unis. C'est une exception typiquement congolaise qui reflète la grandeur et la vivacité de la démocratie, ça vous devez le témoigner. Ça finit souvent en excuses quand même, en excuses et en démission. Mais j'ai quand même une question, une question sur les salaires des représentants politiques. Des représentants du peuple. En France, ils touchent combien d'argent? Le peuple congolais. Et oui, alors, dites-moi, en France, ils touchent combien? Ma question consiste dans, je l'ai dit, dans les salaires, mais... des voix vont dénoncer que ces salaires sont exorbitants. Alors, je vais bien, madame. Vous demandez combien touchent les représentants du peuple en France. Je vais bien. La situation ils touchent combien en France? Permet-elle des salaires exorbitants? La situation, par exemple, dans l'Est de la RDC, notamment, par exemple, cette police, parfois, qu'on dénonce d'être corrompue, qui manque de moyens. Est-ce que l'argent ne pourrait peut-être pas être reversé dans d'autres secteurs? Ils touchent combien en France? Je laisse me répondre. On m'a dit que la somme de tout ce qu'ils touchent ici avoisinerait les 100 000 euros. Par mois? Les contextes ne sont peut-être pas les mêmes. Si vous avez le contexte, ce que j'ai dit. Dit. Aux États-Unis, je les ai vus, ils ont des cabinets comme des ministres. Ils ont des directeurs de cabinets, des conseillers et tout ça. Ils ne sont pas en guerre. Y a-t-il un contexte qui ne sont pas en guerre. Qui ne nous permet voilà. pas Au Congo, les députés sont très mal payés parce qu'ils ont l'équivalent de 5 000 $ américains, quelque chose de 4 700 ou 4 600 euros. Et que c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a des travaux en commission qui vont au-delà des heures de travail, il y a des jetons de présence qui sont payés, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, nous avons aussi notre culture au Congo qui veut que le député partage le paix qu'il gagne dans sa circonscription, peut-être autour de petits puits d'eau, autour de tôles sur une école, tout ce que nous connaissons, qui rend la vie du député congolais très précaire, contrairement à tout ce qu'on vous raconte. Il suffit que vous regardiez lorsqu'on finit le mandat, ce qu'on devient juste quelques jours après. Donc c'est de la propagande, ce qu'on a raconté sur la fortune des députés, sur les richesses, sur ce que touchent les représentants du peuple au Congo. C'est de la propagande, c'est absolument faux. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci d'avoir répondu en 1 heure à toutes nos questions. On a pu balayer l'actualité politique internationale. Merci à Jemima, merci à Moustapha Kanté, à Romain Cléco de Menc à la réalisation et bonne suite de programme sur nos antennes.